Salut, bienvenue au podcast Overseas. Cette semaine, je suis super content de le recevoir. Un habitué un petit peu. Habituellement, mes invités sont stressés un peu. Alex Picard, il l'est pas aujourd'hui, qui est habitué de la télé. Salut Alex, ça va? Hey, ça va, Frank, toi? Ouais, ça va. Je suis super content de t'avoir, là. Je sais que tu es occupé, puis là, la saison de hockey va commencer bientôt, là. Fait que ça va être ta grosse horaire. On va en parler un petit peu plus tard peut-être de ça. Mais je veux savoir d'où que tu viens un peu, ton milieu familial quand tu as grandi, là, quand tu étais jeune. C'était comment pour toi le hockey qui est rentré dans ta vie? En fait, moi, je suis né à Gatineau, puis fait mon hockey mineur là-dedans. Mon père travaillait à l'hôpital, brancardier, job vraiment difficile, sur le corps, émotionnellement aussi. Ma mère travaillait au gouvernement, le classique de Gatineau. Donc, c'est ça, je grandis hockey mineur à Gatineau, aller au sport-études aussi à Polyvalente Nicolas Gatineau, au secondaire, puis c'est ça, par la suite... est arrivé le midget 3A, junior majeur, tout ça. Mais Mais vraiment, tu sais, mon quand hockey t'es. mineur, AA, la Gatineau, OK. pas toujours dans les meilleures équipes, là. Pas toujours dans le 2A, fait du 2B à un moment donné, tout ça. Puis le déclic s'est OK. fait, là, je te dirais, autour de 15 ans, là, quand 14-15 ans, quand tu réalises que tu as peut-être un potentiel pour jouer junior. OK. Puis toi, c'est ça, quand tu étais jeune, t'avais-tu des frères puis des sœurs ou bien c'était vraiment genre, toi, t'as commencé à jouer dans la rue ou de la famille, des cousins ou peu importe? Moi, j'ai un frère plus jeune de 4 ans, fait que je te dirais, moi, c'était commencer à jouer au hockey. Écoute, mon père m'a mis dans le mag. Mon père s'impliquait beaucoup comme entraîneur, fait que les samedis ou les dimanches matins, il faisait les 4 ou 5 pratiques là, de suite. Là. C'est lui qui coachait, fait que moi, je restais sur la glace les 4-5 heures le samedi ou le dimanche matin. Puis, tu OK. sais, mon enfance, de ce que je me rappelle, comme la plupart, c'est on jouait au hockey dans la rue. Dès qu'on avait le temps, on sortait dehors, on jouait avec les amis. Du roller hockey l'été, peu importe. J'avais tout le temps un bâton de hockey dans les mains, que ce soit sur une patinoire extérieure ou dans le cours. Puis, ben, ça s'étant dit, hockey, oui, mais j'ai fait d'autres sports. J'ai fait du soccer quand j'étais jeune, j'ai fait du vélo de montagne, j'ai fait bien des affaires que le hockey, là, l'été, c'était dans la rue. Mon père m'a inscrit 1 an au hockey d'été, puis OK. écoute, même moi, j'ai pas trippé tant que ça, puis mon père m'a dit plus jamais non plus. Fait que on a Ah comme ouais, compris hein? qu'il fallait faire d'autres choses. Ouais, faut décrocher un peu l'été puis tout, l'été faire d'autres sports puis tout. Quand on était jeune, on le faisait plus. À cette heure, c'est différent, là. La société Ouais. est différente un petit peu, là. Mais ils s'habituent là-dedans. Tu sais, c'est ça, je regardais encore, là, tu sais, quand tu jouais, là, ça disait Elite Prospect 6 pieds 2, 216. Toi, quand tu étais jeune, t'étais-tu quelqu'un vraiment que dans tous les niveaux que tu as joué, t'étais-tu élite à chaque année un petit peu? Puis t'étais-tu tout le temps un gros gaillard dans ton équipe? Toute ta progression, comment qu'elle s'est faite? Ouais, ben comme je te disais tantôt, tu sais, j'ai joué, tu sais, mettons, ma première année novice, j'ai joué novice B. Après ça, la deuxième année, j'ai joué novice A. Même chose pour la tombe, tu sais, j'ai pas fait la tombe 2A la première année. Nous, c'était différent en Outaouais, vu qu'on était plus proche de l'Ontario, là, tu sais, il y avait mettons, le 2A qui est maintenant le 3A, donc il y avait mineur et majeur. Donc, première année, c'est seulement une équipe de première année. Puis on jouait contre les équipes de l'Ontario parce que c'était un petit peu moins loin pour nous. Maintenant, ils se promènent à travers la province de Québec, là, les équipes Ouais. élites, les équipes 3A. Donc, c'est ça, première année à tombe 2B, après ça à tombe 2A. Puis là, c'est vraiment là qu'on a gardé notre noyau là, des joueurs nés en 1985 en Outaouais. On avait toujours des bonnes équipes. On a remporté pas mal de tournois, puis des coupes Dodge, des choses comme ça. Donc, tu sais, je faisais partie de l'équipe élite, mais je te dirais que j'étais pas tant le joueur élite jusqu'à temps que j'arrive à 14 ans, qui était mon année Bantam, la première année. J'étais, comme tu as dit, j'ai toujours été d'un plus grand, d'un plus gros. Mais je te dirais que je m'en servais peut-être pas, tu sais, à mon avantage, Ouais. des côtés physiques, la mise en échec, tout ça. Mais à 14 ans, j'ai comme réalisé que ça allait bien. Je pense que c'est le tournoi de Bantam de la salle. J'avais été nommé défenseur du tournoi. Puis, tu sais, des fois, tu as juste besoin d'un petit déclic, une Ouais. petite dose de confiance de plus, là, tu sais. Mhm. Puis ça a fait en sorte que, justement, je me suis comme regardé dans le miroir. J'ai réalisé que j'avais peut-être un potentiel. Puis là, l'année d'après, ben, à 15 ans, j'ai fait le midget 3 à 15 ans. Puis j'étais le seul à faire l'équipe de 15 ans. Donc,
Ça m'a vraiment aidé, puis c'est ça, j'ai pas vraiment regardé en arrière par la suite. Là, j'ai comme réalisé que j'avais un potentiel. Ouais. Mais justement, tu sais, Gatineau, mettons, vu que c'est proche de l'Ontario, à chaque année, quand on joue des équipes de Gatineau dans l'hockey mineur ou peu importe, c'est tout le temps dur, c'est tout le temps plus physique un petit peu. Penses-tu que ça l'a forgé? Le fait que tu jouais contre les Ontariens, puis leur hockey était peut-être un petit peu plus physique, penses-tu que Ouais. ça t'a forgé en tant que joueur de hockey différemment que si tu aurais grandi comme là tu es à Drummond présentement? Ouais. Je pense que oui, parce que, d'un, il faut dire que dans le temps, la mise en échec Pee-wee en Ontario était légale. Donc, dès Pee-wee, première année, on jouait contact, 100% contact. Maintenant, au Québec, c'est repoussé à Bantam. Puis le fait que t'es 17 francophones qui s'en vont jouer contre des Ontariens, des anglophones à chaque fin de semaine, il y a le côté aussi culturel, côté linguistique. Fait qu'il y a une petite bataille interne comme ça aussi. Ouais. Ça jouait, je te dirais, ça jouait dur, des fois ça jouait cochon, mais c'est sûr que ça a forgé un caractère. Ça a forgé aussi des réflexes de hockey, là, avoir une longueur d'avance, de te lever à la tête parce que tu le sais que Ouais. t'as un body qui s'en vient parce qu'il regarde même pas en rondelle juste parce que tu parles français, il veut te défoncer, il veut te rentrer dans la bande le plus fort possible. Fait que ça te forge des petits réflexes de jeu aussi que t'es peut-être en avance sur le reste de la province qui joue pas content. Ouais, ta prise d'info, t'apprends plus Ouais. un peu parce que oui, c'est plate un peu quand Ouais. l'anglophone vient geler. Là. Ouais, c'est clair. Là, c'est ça, tu sais, pour revenir sur ton midget 3, tu disais à 15 ans, tu étais le seul de Gatineau. Toi, as-tu été repêché à 15 ans, junior majeur? Ouais, j'ai été repêché par les Moussets d'Halifax en première ronde. Je me trompe pas, je pense que c'était 13e au total. Puis c'est ça, mon année 15 ans, midget 3A, ça, tu sais, à Gatineau, on comptait sur deux bons gardiens de but qui ont joué dans la Ligue nationale les deux, Corey Crawford puis Jeff Drouin-Deslauriers. C'est Pas solide pire pour vrai. tandem. Ouais, c'est solide. Corey avait tout raflé, les honneurs, avait tout brisé les records de la Ligue midget 3 cette année-là. Puis on n'avait pas une si bonne équipe que ça. Donc non, c'est ça, à 15 ans, j'ai eu la chance de jouer beaucoup aussi. Mario Richer, qui était mon entraîneur, qui nous a coachés les deux en Autriche, Ouais. était mon coach à ce moment-là. Puis Ron Duguay, qui était coach de défenseur, qui est décédé maintenant, mais qui m'a aidé beaucoup, puis qui coachait au sport-études, puis qui me connaissait. Donc, ils m'ont donné beaucoup de confiance, m'ont donné beaucoup de temps de glace, beaucoup de responsabilités aussi pour un 15 ans. Puis je pense que ça m'a aidé à me faire voir, puis ça m'a aidé à sortir assez tôt au repêchage. C'est fou pareil parce que tu dis au tournoi Bantam à 14 ans, tu as un déclic, puis midget 3, tu as une grosse saison, puis l'année d'après, tes premières rondes. 2 ans avant, tu n'aurais jamais pensé Ouais. ça. C'est fou pareil comment que c'est fait. Puis c'est toi, tu as dit, je me suis regardé dans le miroir. Tu n'as pas attendu que le monde nécessairement te donne les opportunités. Tu as fait, ben c'est à moi de prendre en charge ce que je veux faire. C'est ça que je veux faire, puis je vais mettre les efforts là-dedans. Là, puis après ça, tu as des coachs qui t'ont donné des outils pour Ouais, te c'est ça, rendre. mais tu sais, moi j'arrête pas de le dire, c'est surtout la confiance. Puis ça, on peut y revenir tantôt, mais tu sais, un petit déclic de confiance, puis c'est pour ça, tu sais, on parle souvent de les parents en ce moment avec les jeunes, puis comment c'est difficile parfois, puis comment les parents sont intenses, puis on réalise pas que tu sais, c'est juste supposé être le fun, puis juste de donner une dose de confiance à ton enfant, ça peut tellement changer son parcours de hockey au complet, puis même en dehors de la glace, là, que ce soit dans n'importe quoi. Mais tu sais, pour moi, cette dose de confiance-là m'a fait énormément de bien. Puis même que j'aurais dû en prendre encore plus au courant de ma carrière, il y a plusieurs fois que je regarde ça avec du recul maintenant. Je me dis, dans la Ligue nationale, peut-être que j'aurais joué un peu plus longtemps si j'avais eu une meilleure confiance, tu sais, mais c'est ça. Je pense que quand t'es jeune, c'est tellement important au-delà de que tu passes 150 heures sur la glace avec un entraîneur privé, n'importe quoi, que tu t'entraînes dans le gym comme un fou. La confiance, ça peut t'amener ma main loin. Ah, la tête, c'est vraiment, vraiment important d'en prendre soin parce que c'est ça qui est la connexion sur tout le reste de ton corps. Fait que c'est vraiment important. Là, c'est ça, tu sais, toi, étant donné que tu étais à Gatineau, tu sais, puis que, tu sais, il y avait peut-être des anglophones autour de toi, tu sais, t'as dit que tu as joué contre des Ontariens, des anglophones. Le fait de te faire drafter à Halifax, c'était-tu quelque chose qui te stressait? Tu sais, tu partais loin
loin de chez vous, puis tout ça, c'était une belle organisation, mais t'étais-tu stressé un petit peu, surtout sachant que t'étais un choix de première ronde, là, avec un petit peu de pression quand t'arrives là-bas? Ben, j'étais stressé de faire mon entrée dans le junior. Je suis pas tant stressé de la place puis de l'anglais parce que justement, en étant à Gatineau, c'est pas mal une région qui est bilingue, donc mon anglais, c'était pas un problème. J'étais un peu fâché parce que les Olympiques de Hull, de Gatineau maintenant, dans mon patelin, il y avait 2 choix de première ronde avant moi, puis ils m'ont pas repêché. Donc Okay. ça m'a joué dans la tête un peu, mais avec le recul, je suis tellement content d'avoir été à Halifax. Puis au Cap-Breton 1 an aussi, on a vécu des belles années de hockey avec les Mooseheads. On s'est rendu en finale 2 fois aussi, mais quand tu débarques là-bas à 16 ans, je sais pas toi, là, mais moi je voyais les 19-20 ans comme si c'était des adultes de 30-40 ans. Ouais. Là, tu regardes ça aujourd'hui, tu te dis, OK, je mettais peut-être trop sur un piédestal, là, mais. Ben, surtout à Halifax, parce que j'en parlais d'un autre podcast, je pense, moi, sur 8 games de saison, j'ai jamais gagné. C'était tellement intimidant de jouer là. Puis c'est vrai que les gars d'Halifax, les vieux, ils avaient de l'air plus vieux que les gars vieux dans d'autres équipes. Moi, j'avais l'impression que j'arrivais là, puis c'était comme j'allais d'une ligue senior, là. C'était comme intimidant, les Benedict, puis c'est McRae, je pense, puis il y avait des gars, le coach aussi, qui parlait anglais. C'était qui le coach? C'était-tu McKenzie? C'était Sean McKenzie, nous autres, pendant une bonne portion. Non, mais c'est ça, t'as raison. Jason King, moi, mon année 16 ans, c'était Jason King qui avait 20 ans. Il a marqué 63 buts cette année-là. Je pense qu'il m'a adressé la parole peut-être 5 fois dans l'année au complet. Mais c'était ça aussi dans le temps. Là, ça a changé. Là, les 20 ans versus les 16 ans. C'était un peu rituel. Là, tu te faisais ignorer un peu. Maintenant, c'est plus ça. Mais dans des gars comme ça, des gars comme Robbie Sutherland, qui était le capitaine, qui faisait peur à tout le monde dans la ligue, même s'il était juste 5 pieds 10, mais il knockait tout le monde avec sa gauche. Puis Brendan Benedict, non, c'est. Puis tu sais, le fait de jouer à Halifax aussi, c'est plus gros que certains amphithéâtres de la Ligue américaine, puis c'est plein tout le temps. Nous autres, on avait même si c'était un mercredi soir, pendant la semaine, on avait un 9 à 10 000 personnes dans les estrades. C'est fou. C'est le fun dans ta barouette quand t'as 16, 17, 18 ans. Là. Ouais, c'est vrai que ça avait un vibe de Ligue américaine comme Arena. C'était comme une autre ligue à Halifax, on dirait. C'était pas une équipe qui avait pas rapport dans la Ligue junior-majeure du Québec. On dirait le vibe autour. C'est vrai, c'était... Ouais, tu rentres avec l'autobus vraiment... dans le Metro Center. Là. Il n'y a pas grand espace à Rouen-Noranda que tu peux rentrer dans l'aréna quand on est en autobus. Là. Non, même sur la glace, il manque de place des fois à Rouen. Mais c'est ça, justement, tu disais, t'es allé 2 années en finale, ça a dit, tu sais, puis je veux pas tourner le fer dans la plaie, là, tu sais, vous aviez je pense, une vraiment grosse série contre Bécomo, qui vous a tiré du jus un peu, puis là, tu pognes l'équipe de ton enfance que t'étais off, qui t'avait pas pris, ça a fini en 7, je pense, chez vous. Ça se peut-tu? Ouais. En fait, ça a fini en 7 à Halifax, ouais, c'est ça. Puis ça, c'est drôle comme histoire parce que justement, tu disais, on a battu le Dracard qui avait Yannick Lehoux, il y avait des gars de même là, qui étaient vraiment bons, qui dominaient le junior. Puis c'était une série quand même éprouvante. Pareil, on était quand même assez amochés. On s'en va au final contre Gatineau qui était mené par Maxime Talbot, Jean-Michel Daou. Donc, on savait que ça allait pas être une série. On savait que ça allait pas être une série facile non plus. Mais on menait quand même la série 3-2. On jouait à Gatineau pour remporter le championnat. On jouait dans le vieux Bob, où j'ai grandi. Puis après 2 périodes, on menait 2-0. Donc, tu sais, moi, je me voyais soulever la Coupe du Président chez nous. Puis on a fini par perdre le match 6-2. Après ça, on s'en retourne parce qu'on jouait le lendemain à Halifax parce que le Metro Center, c'est un amphithéâtre qui est tellement occupé. Fait que, il y avait un concert par la suite. Fait qu'il fallait vraiment jouer le lendemain. Fait qu'on avait pris un avion nolisé, nous. Puis on avait pas pu atterrir à Halifax parce qu'il y avait beaucoup de brouillard. Fait qu'on avait survolé Halifax pendant comme 2-3 heures. Finalement, on a réussi à atterrir. Il était rendu 3 heures du matin. Les Moussines nous ont envoyé direct à l'hôtel au centre-ville pour qu'on puisse dormir. Personne n'est retourné dans leur pension. Le lendemain, on s'est réveillé, on est allé chercher nos choses à notre pension. On est arrivé à l'aréna. Les Olympiques, eux, avaient décidé de coucher à Gatineau. C'était parti le lendemain matin. Puis quand on arrive à l'aréna, mettons à 4h30, la game est à 7h.
on voit les Olympiques sont sur la glace en train de pratiquer avec Benoît Gros, puis pratique intense, là. Puis À ça, 4h30, ils sont sur la glace? ils sont sur la glace à 4h30. Ils ont fait une pratique de 15 minutes, mais tu sais, ça, pour avoir connu Benoît Gros par la suite, là, parce qu'il vient de Gatineau aussi, c'était juste pour nous jouer dans la tête, là. Lui, il avait timé exactement la pratique avec le moment qu'on arrivait à l'aréna. Fait que cette game-là, ce game 7, encore une fois, on n'était pas là. On a perdu 7-2. Puis je pense que c'était juste comme le trajet des séries éliminatoires qui avait été trop demandant physiquement. Puis là, le côté mental, Benoît Gros nous a joué dans la tête. Puis il faut dire que Gatineau avait une excellente équipe. Bon, il était bon. Il était très bon. Ouais. Mais c'est drôle que tu dises ça, le côté mental, parce que tu sais, quand on dit c'est du stock de juniors, là, tu sais, comme tellement d'affaires juniors, des histoires qui arrivent de même que des coachs ils essaient de jouer dans le mental, tu sais, ils font une entrevue ou ils mettent de quoi dans le journal, puis tu sais, comme t'arrives pro après, puis c'est juste une joke, là, tu sais, comme tu fais comme ils sont donc bien câbles, mais junior, c'est vrai que les gars diraient qu'il y a de quoi qui se passe, mais avec McKenzie, là, en arrière du banc, il a dû arriver une couple d'affaires, là, parce que moi, tu sais, moi, je me rappelle, j'avais donné un coup de bâton à Vrana, je pense, puis il était debout sur le banc, puis il criait à, je pense que c'était Cormier. Ça se peut-tu, le tough Cormier, en tout cas? Ouais, Kevin Cormier, ouais. Ouais, puis je me suis juste reviré de bord, puis il s'en venait sur moi, mais j'avais pas compris. Puis, tu sais, je me rappelle juste le coach qui crie 55, 55, mais il était comment, lui? Il était-tu vraiment tough? Ouais, il y avait juste une façon d'être partout dans la vie. Lui, c'était très intense, mais tu sais, il est intense, mais juste. Mais en même temps, tu sais, à 16 ans, moi, quand je suis arrivé, tu sais, c'est un gros déracinement à partir de chez vous, tout ça, tu sais, le côté hors glace. Puis là, j'arrivais sur la glace, puis tu sais, même à 16 ans, pour un défenseur, moi, je pense que c'est quand même assez difficile, là, tu sais. Puis j'ai nommé les 20 ans tantôt, Jason King, tout ça. Fait que dans les entraînements, tu sais, quand tu vas à 1 contre 1 contre Jason King, ben écoute, Picard, là, à 16 ans, là, tout aussi bien de mettre un contre, là, c'est la même affaire. Là, fait que souvent, je me faisais battre 1 contre 1 dans les entraînements en début d'année, puis Sean McKenzie, à chaque fois, je me faisais battre. Il arrêtait la pratique, il sifflait. Il faisait faire du bande à bande devant tout le monde. Là. J'étais le seul qui faisait du bande à bande. Fait que ça, je l'ai pas trouvé drôle la première année. Tu sais, même que j'avais des discussions avec mes parents, puis à savoir est-ce que je reviens à Gatineau puis jouer Midget 3 parce que un moment donné, mentalement, là, je commençais à être écœuré. J'allais à l'école en anglais aussi, ça commençait à faire pas mal, mais j'ai décidé de rester quand même tout au long de l'année. J'ai pas joué tous les matchs, là, surtout en première moitié de saison. J'étais laissé dans les gradins quand même assez souvent. Puis la deuxième moitié, ça a super bien été, puis commencé à me faire confiance un peu plus, tellement que dans les séries, j'ai fini sa première paire de défense avec le gros Slovaque Milan Jurčina. Ouais. Puis il était gros. dans les séries, j'avais ramassé une coupe de points, tout ça, ça avait quand même bien été. Fait que, ouais, non, il était assez intense, mais tu sais, par la suite, on dirait qu'il a comme eu mon respect parce que je me suis tenu debout, puis j'ai continué à prendre ses insultes puis tout ça. Fait qu'à mon année, mettons, à mon année 19 ans, j'étais assistant capitaine, ben j'allais prendre des cafés avec, puis il voulait prendre le pouls du vestiaire, tout ça. Fait que, OK. C'est un bon. C'est sa façon de coacher. Il faisait ça pour les bonnes raisons. Il faisait ça pour t'aider. Des fois, c'est juste la manière qu'on comprend pas trop. Là, mais avant que tu joues à 19 ans, que tu étais assistant à Halifax, tu as fait un petit petit stop à Cap-Breton. C'était-tu un échange? Comment c'est arrivé, ça? Ouais, ça, c'est le fameux échange boomerang. Là, les deux DG, Marcel Patnaud des Moussed, puis Pascal Vincent qui était coach et DG avec le Cap-Breton qui étaient des amis, eux autres, de longue date, des gars de Laval qui se connaissaient. Puis c'est Marcel qui s'est réveillé. Marcel étudiait le livre des règlements. Là, puis j'ai su l'histoire parce que Marcel est avec Hockey Québec maintenant, puis on se croise de temps à autre, puis on a pu en jaser, mais Marcel essayait de trouver vraiment la faille dans le livre des règlements pour avoir une bonne équipe. Puis à un moment donné, il a trouvé la faille que justement, on pouvait échanger les joueurs contre des compensations futures, les revoir par l'année d'après. Donc, ce qui a fait, dans le fond, à mon année 17 ans, on avait une très bonne équipe. Comme tu as dit, on a perdu contre Gatineau en finale. Donc, il est allé chercher les 3 meilleurs joueurs du Cap-Breton. Stuart McRae, Villeneuve à défense, puis il y avait le tough, là, George quelque chose, George Davis. Ouais, Davis, ouais.
Fait qu'on est allé les chercher contre des compensations futures. Puis moi, à 17 ans, il m'a dit justement à date limite des transactions que je finissais l'année, que j'allais au Cap-Breton à mon année 18 ans, mais que je revenais à Halifax, mon année 19. On a été trois à faire ça avec Marc-André Bernier puis FP Guénette. Donc, je pense que au bout de 5 ans, là, l'échange a finalement été terminé avec toutes les compensations futures. Je pense qu'il y a eu quelque chose comme 28 joueurs d'échanger, des choix repêchage, tout ça. Fait que là, ils ont changé le règlement suite à ça. Là. Quand tu te fais échanger à 16 ans, tu peux pas retourner dans le même club avant ton année 20 ans ou quelque chose comme ça. Fait qu'il n'y a plus de clubs qui font ça. Mais c'est ça. Il avait trouvé la faille pour améliorer une équipe une année puis l'autre équipe l'année d'après. Ouais. Mais tu sais, t'es dans ton adolescence, tu rentres dans l'âge adulte, puis de jouer dans les maritimes toute ta carrière, ça a dû te forger à être habitué de faire de la route, d'être dans les bagages, d'être dans l'autobus, te préparer en quelque sorte pour ta carrière pro. Là. Il y a des gars des gars de Drummond, ils voyagent moins quand ils arrivent pro, c'est peut-être plus un choc que toi. C'est sûr, c'est sûr. Tu sais, faut dire qu'avec Halifax, quand même, on était choyés. Là. C'est une équipe qui est quand même bien nantie, qui a beaucoup d'argent, fait que souvent on prenait l'avion. Là, tu sais, mettons qu'on partait d'Halifax pour aller jouer à Rouen, mais on prenait l'avion d'Halifax jusqu'à Ottawa, puis après ça, à Ottawa, on prenait l'autobus, puis on faisait la tournée, le Val d'Or, au moins Gatineau, puis après ça, on retournait en avion. Donc, tu sais, j'ai été choyé pour ça. Je te dirais qu'au Cap-Breton, je me sens mal pour des gars qui jouent 58 au Cap-Breton ou 4 ans même. Je pense à des gars comme mon chum Martin Hull ou Steven Dixon. C'est le trajet le plus court en autobus, c'est Halifax, c'est un 5 heures de route. Par la suite, c'est Moncton qui est un 8 heures de route. Puis ça, ben, même si c'est un 8 heures de route, ben, tu le fais dans la même journée. Tu pars le matin, tu vas au match. Après le match, tu rembarques dans l'autobus, tu retournes au Cap-Breton. Fait que, tu sais, pour ça, oui, je me suis habitué, mais en même temps, tu sais, ça fait partie, tu sais, t'as été à Chicoute, les gars qui sont à Bécomo, je promène aussi, ça fait partie de ça, mais comme je te dis, les équipes des Maritimes, je pense qu'ils sont bien encadrées, tu sais, on avait des tuteurs, à Halifax, on avait un tuteur qui nous suivait sa route pour l'école. On était forcés à faire des cours dans des salles de conférence, à l'hôtel, l'école était quand même pris très, très au sérieux, fait que on a quand même été assez bien encadrés. Ah, c'est cool. Ton draft, comment ça s'est passé? T'étais un choix de 3e ronde pour les Flyers. C'était où ton draft? Étais-tu là? Puis c'était comment tu te sentais là, quand tu t'es fait ton nom? J'étais là. C'était à Nashville. Puis c'est drôle parce que là, le draft qui s'en vient va être à Nashville. Le prochain repêchage, puis moi je couvre ça avec TVA Sport, puis je vais être sur place, fait que je vais être sur place 20 ans plus tard au même endroit, mais tu sais, c'est une journée, ça va tellement vite, puis tu sais, une année de 17 ans, mettons, c'est beaucoup de hockey, là. J'avais commencé à jouer avec pendant l'été avec les moins de 18 ans équipe Canada, j'avais été au tournoi en Slovaquie et en République tchèque. Après ça, tu reviens à Halifax. On avait eu une grosse année. Je pense que j'avais calculé mes matchs joués avec les matchs hors concours. C'était comme un match hors concours puis série. C'était comme 118, 120 matchs que on avait joué quasiment. C'était ridicule. Fait que c'est une longue année. Après ça, tu t'en vas au Combine, tu fais les tests physiques. Après ça, il y a quelques équipes qui veulent t'amener dans leur propre ville pour faire des entrevues un peu plus personnelles, faire d'autres tests physiques. Je te dirais, quand le repêchage était arrivé, j'étais juste content que tout ça soit fini puis savoir où je m'en allais. Puis, tu sais, j'avais pas vraiment d'attente, là. Je veux dire, quand tu regardes le repêchage, nous autres, en 2003, là, les 85, là, c'est pas mal un des meilleurs repêchages de tous les temps, là. Quand tu regardes la première ronde, il y a juste un joueur qui a pas joué, je pense. Tout le monde a joué quand même pas mal. Puis, c'est le repêchage de Getzlaf, Perry puis tout ça, je pense. Getzlaf, Perry, Marc-André Fleury avait été numéro 1. Je pense Eric Stahl numéro 2. Ouais, c'est ça. Jeff Carter, Mike Richards, name it, là, il y en avait tous les défenseurs chez Weber, Dion Phaneuf, toute cette gang-là qui avait remporté l'or au championnat de moins de 20 ans, Colburn, c'était toutes ces années-là. Donc, un bon draft, mais c'est ça. T'arrives, tu fais repêcher. J'avais quand même une bonne idée que Philadelphie m'aimait pas mal parce qu'on avait eu plusieurs discussions pendant la saison. Il y avait le recruteur Simon Allais, le Québécois, qui couvrait le territoire du Québec. Puis on avait fait les fameuses entrevues avec
pour avec les psychologues, excuse. Fait que quand Ouais. tu sais que t'es rendu à parler à un psychologue, c'est parce que l'équipe t'aime quand même pas mal. Non, c'est clair. Puis c'est drôle parce que, tu sais, tantôt, tu mentionnais Crawford puis Deslauriers. Puis là, tu as dit Fleury, mais moi, mon année midget 3, ça aurait été, si Fleury jouait pas à 16 ans dans la Ligue nationale, ça aurait été Fleury puis Martin Hull, nos deux goalers. Pas pire aussi. Fait qu'on aurait été quand même pas pire aussi. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu finis à Halifax, là, tu as été drafté. Là, t'as-tu eu la chance de jouer des games un peu dans des camps pendant que tu étais junior NHL ou bien si c'est arrivé par après, des games hors concours, t'en as-tu? Mon premier camp, j'en ai pas eu. Il t'amène tout le temps, là, tout de suite après le repêchage, faire un genre de camp d'une semaine. Là. Faire des tests physiques. Là, ça, en tout cas, ça, c'était l'enfer. On arrive, on débarque tout de l'avion, toute la gang. On arrive au centre d'entraînement le soir. Il est rendu 6-7 heures le soir. On pense qu'on s'en va juste porter nos affaires, nos poches de hockey, tout. Il nous embarque sur le tapis roulant, sur le treadmill, puis il commence à lever ça, tu sais, puis ils mettent une poubelle juste à côté du treadmill, puis là, c'est juste, il essaie juste de te casser, tu sais, il n'y a aucun avantage à faire ça, mais il essaie juste de voir c'est qui les vrais, puis tu sais, en même temps, dans le fond du gym, t'as Donald Brashear qui est en train de faire des bicep curls avec une barre de bench press puis un 45 de chaque barre. Tu te dis, je suis où, moi, là? Je suis loin de m'entraîner à Sportec à Gatineau l'été avec mes chums, là, fait que... c'est clair. En plus, dans cette ça arrive année-là, assez vite. Philadelphie, il y avait des gros clubs, là, ils étaient tough, puis je checkais les noms tantôt, là, tu sais, toi, tu as joué avec ta première année, avant qu'on se rende là, quand tu es parti d'Halifax à 19 ans, tu es allé pour le club école des Flyers, right? Comme Black Aces, je pense que c'est l'année qu'ils ont gagné la Coupe Calder, ça se peut-tu? Oui, exact. Dans le fond, c'était l'année du lockout dans la Ligue nationale. Fait que les Phantoms, qui est le club école des Flyers, cette année-là, à 19 ans, à Halifax, on avait perdu en finale contre Rimouski, puis Crosby et sa bande, Pouliot, Roussin, Scalzo, Coulombe. Méchante équipe. Fait que dès que j'ai été éliminé, les Flyers m'ont rappelé pour aller jouer, pour aller suivre l'équipe, être un joueur d'extra, un Black Ace dans la Ligue américaine. Il était rendu en demi-finale. Puis c'était à Providence que je les ai rejoints. Puis il y avait une méchante équipe parce que cette année-là, justement, comme j'ai mentionné, c'était le lockout de la Ligue nationale, mais il y a plusieurs jeunes joueurs des Flyers qui avaient déjà joué des matchs avec eux la saison précédente. Des gars comme Yoni Pitkanen, Patrick Sharp, Ben Eager, le gardien de but, Nitimaki. Je te dirais qu'il y avait presque la moitié de l'équipe qui aurait dû être dans la Ligue nationale. Mm-hmm. Puis il avait même rappelé Jeff Carter puis Mike Richards qui étaient comme moi, qui avaient fini leur série dans la Ligue junior de l'Ontario. Puis c'est eux qui ont fini premier et deuxième scoreur des séries dans la Ligue américaine cette année-là. Je peux te dire comment il était fort. Puis moi, j'ai eu la chance en finale de jouer 2 matchs parce que Randy Jones, qui a joué pas mal dans la Ligue nationale aussi, s'est fracturé à mâchoire. Fait que l'entraîneur, c'était John Stevens. Puis on jouait contre les Wolves de Chicago, qui aussi avaient une excellente équipe. Il y avait des gars comme Steven Weiss, puis Jay Bouwmeester qui jouait. Puis c'est ça, après Game 1 à Chicago, il vient me voir, le coach, puis il dit Alex, tu vas jouer demain. Randy Jones peut pas jouer, fait que c'est toi qui prends sa place. Puis pas de stress, puis ouais, let's go. Fait que on embarque là-dedans. Puis la première game, je me rappelle, j'essayais de garder mes présences assez courtes, 20-25 secondes. Le jeu simple tout le temps avec la rondelle, bien positionné, tout ça. Mais le problème, c'est qu'on s'est rendu en 5e période, mais mettons 2 périodes de prolongation. Fait que les gars, ils étaient brûlés. Puis rendu en première période de prolongation, les gars commençaient à cramper sur le banc. Fait que j'ai comme joué en prolongation un chiffre régulier. J'avais peut-être comme joué, je sais pas, moins 5 minutes pendant les 3 premières périodes. Puis en prolongation, je jouais un chiffre régulier. Fait que, on va dire, les nerfs se sont fait tester assez rapidement pendant ces playoffs-là, mais c'était vraiment une expérience de vie incroyable. Puis, tu sais, c'est ça, je te mentionnais, il y avait des gars qui étaient supposés jouer, tu sais, l'année au complet dans la Ligue nationale. Je te dirais que les gars, ils étaient focus, ils voulaient gagner, mais les gars, ils faisaient le party en tabarouette aussi. Même si on était en demi-finale ou en finale, là, j'ai rarement vu ça, des gars sortir jusqu'aux petites heures du matin pour être capable de performer. Surtout quand tu joues sur la route à Chicago, là, c'est quand même une ville qui a quelque chose à faire. Là.
Hey, le gardien de but, Netimaki, là, Ouais. il a gagné MVP des séries. Puis, honnêtement, à Providence, je sais même pas comment il a fait pour goaler ce game-là. Et je pense qu'il a même pas dormi de la nuit. Non, ouais. Il est rentré à 6 heures du matin. Puis tu le sais, les Finlandais, quand ils commencent à boire, eux autres, Ouais, c'est ils ça, je m'en s'arrêtent allais jamais, dire, là. les Finlandais, c'est fou Ouais, raide. Moi, tous les Finlandais que j'ai joués, ça n'a aucun bon sens. Je ouais, comprenais pas comment ils faisaient. C'est ouais. fou raide. Fait que lui, il s'est jamais arrêté, puis il a joué, il a goalé ce soir-là, puis la joke, c'est qu'à la fin de la game, il a dit qu'il voyait toujours 2 rondelles, mais qu'il captait toujours la bonne. Fait que ah, C'est drôle parce qu'il rit de ça. En plus, tu sais, comme, hum, c'est fou raide. C'était écœurant. C'est vraiment ouais. bon. C'est lui qui a eu la MVP des playoffs. Il a eu le MVP, mais c'est ça, tu sais, c'était une autre époque là aussi. Là. Tu sais, il y avait encore, mettons, dans ce temps-là, dans la Ligue américaine, il y avait encore des gars de 35 ans, 36 ans, là, tu sais, des John Slaney qui jouaient puis tu sais, qui faisaient partie intégrale de l'équipe, qui jouaient un rôle important. Ouais. Tu sais, maintenant, tu regardes les gars du Rocket de Laval, le plus vieux, il a quel âge? 28 ans, mettons? C'est Ouais, puis peut-être il y 29. en a un, sinon le deuxième plus vieux, il a 24, puis c'est un C'est vétéran. ça. Fait que ça a Ouais. changé énormément. Là. Ouais, c'est ça, la Ligue. Notre groupe d'âge, la Ligue, quand on rentrait, il y avait encore des gars tu sais, de 35 ans tu sais, qui jouaient dans Ouais. la Ligue américaine depuis des années. À Star, tu sais, t'en vois 2, 3 dans la Ligue, mais il n'y en a plus bien des gars de même. Là. C'est bien rare. Fait que là, c'est ça. L'année d'après, là, tu as la chance de jouer une coupe de game avec les Flyers. Je pense que tu en as joué 7 ta première année. Là. Mais tu sais, leur équipe, il y a Simon Gagné, Peter Forsberg, Ouais. Pete Cannon, le Richards, puis Carter devait être régulier NHL, Ouais. j'imagine aussi. Un young Patrick Sharp, Kapanen, Brusher, Desjardins, Peter Nedved, Anzus. Je checkais la liste tantôt, là, cette année-là, j'étais comme ça, aucun bon Ah, sens. c'est Tout fou. qu'il y avait, là, c'est des Hall of Famers là, dans cette équipe-là. Ouais. C'était Ouais, comment non, ça, c'est justement? fou. T'étais-tu intimidé un peu? Ben, tu sais, c'était surréel un peu, là, tu sais, tu te fais rappeler, puis là, tu sais que tu vas jouer ton premier match dans la Ligue nationale, fait que, tu sais, là, tu te mets à penser à tous les efforts que tu as mis, tu te mets à penser à tous les sacrifices que tes parents, ta famille a fait, tout ça. Puis en même temps, ben, tu sais, veux pas, à la base, on est des fans de hockey, fait que les gars que tu viens de nommer, tu sais, pour moi, tu sais, Simon Gagné, c'est un méchant joueur, je capotais sur lui, mais tu sais, à Philadelphie, on avait la chance parce que les deux équipes, la Ligue nationale et la Ligue américaine, on était au même emplacement, on était dans le même aréna de pratique. On était Ouais. peut-être une des premières équipes à faire ça. Là, maintenant, les clubs essaient tous de se rapprocher de leur club école. Fait qu'on avait quand même la chance de les côtoyer pas mal ou de juste traverser la porte et aller voir une pratique des Flyers. Mhm. Fait que ça a aidé le fait que j'étais peut-être un peu moins gêné par rapport à ça. Mais tu sais, reste que je pense que c'était 6 games que j'ai joué cette année-là. Puis je me rappelle le call-up dans la Ligue américaine, on joue tout le temps des 4 en 5. On jouait le mercredi soir, on jouait vendredi, samedi, puis dimanche. Puis le dimanche soir, le DG adjoint vient nous voir, puis il nous dit il prend 3 défenseurs, puis il nous amène dans le vestiaire d'à côté. Il nous dit les gars, il y en a un de vous trois qui va se faire rappeler pour le match des Flyers demain. Fait que prenez ça relax à soir. Tu sais, allez pas prendre une bière, tout ça. Fait que comme de fait, le lendemain matin, mon téléphone a sonné, puis c'était moi l'heureux élu. Puis fait que ça faisait beaucoup de hockey en très peu de temps, mais je me rappelle, tu sais, ultra nerveux. Puis à la défense, ben il y a des gars comme Darian Hatcher puis Mike Radji qui étaient des monstres. Là, tu sais, c'était des tours, des gars de 6 pieds 6. Puis j'étais pairé avec Radji, puis je me rappelle un chiffre, mon premier chiffre, j'ai 2 lancés au but, tu sais, puis après ça, on dirait que ça m'a aidé à comme, tu sais, de Ouais, relaxer, calmer. puis j'étais capable de jouer ma game. J'ai été chanceux dans ces 6 games-là. J'ai joué un match à Montréal au Centre Bell, j'ai joué un match à Ottawa devant ma famille, mes amis, fait que c'est un beau petit parcours pour un peu te montrer qu'est-ce que ça a l'air, tu sais, voyager dans l'avion, puis Ouais. être sur la Puis la route avec les bouffe gars, tout aussi, ça. là. Tu manges pas du poulet en boîte, là. Non, des Subway tout détrempés, puis Ouais, c'est clair, c'est clair. Là, c'est ça, tu sais. Fait que là, t'es up and down pendant, tu sais, 4-5 ans avec les Flyers, là. Il y a une année que tu as joué plus de matchs un peu. ouais. Sentais-tu que tu aurais l'opportunité d'être comme vraiment un défenseur du corps à Philadelphie ou tu sentais que tu avais vraiment besoin de, tu sais, d'aller
de changer d'équipe ou changer de place pour avoir vraiment ton opportunité? Bonne question. Je sais pas si genre, je me permettais de regarder si loin que ça en avant, parce que c'est ça. Ma première année, j'ai joué, on vient de parler, j'ai joué dans la Ligue américaine, j'ai joué les 6 matchs de rappel. Après ça, la deuxième année, j'ai réussi à jouer pas mal la saison au complet dans la Ligue nationale avec les Flyers. Puis on était la pire équipe de la Ligue, donc tu sais, c'était pas point de vue de développement là, pour moi, là, pour ma part, c'était pas idéal parce que on m'embarquait sur la glace puis je jouais beaucoup, mais les entraîneurs savaient qu'ils allaient tous être congédiés à la fin de l'année. Ouais. On dirait que leur travail n'était pas pris au sérieux. Puis il n'y a pas vraiment personne qui s'est pris en charge, qui a pris le temps de travailler avec moi, qui a pris le temps de faire du vidéo, qui a pris le temps de faire de l'extra, tu sais, après les pratiques, tout ça. Fait que je t'ai laissé un peu à moi-même, puis comme un défenseur de 21 ans, ben, tu sais, des fois, t'es pas aussi critique que tu devrais l'être, puis tu penses que Ouais. ça va bien tes affaires, puis fait que je te dirais que ça, tu sais, j'ai peut-être avec du recul, j'ai peut-être regardé ça en disant j'aurais aimé ça être mieux entouré au niveau d'entraîneur, puis c'est ça, tu sais, quand tu le sais qu'à Noël, tu feras pas les séries, ben ils font jouer les jeunes en masse, puis oui, je me voyais là peut-être à long terme, parce que justement, je venais de connaître quand même une bonne saison, ça avait bien été. Mais tu sais, ça change vite le hockey parce que la saison d'après, ben pendant la saison morte là, aux joueurs autonomes le 1er juillet, ben ils sont allés chercher des gars comme Timo Timonen à défense, puis quelques autres joueurs. Fait que tu sais, ça bouge des trous assez rapidement. Puis Ouais. au prochain camp d'entraînement, j'ai pas réussi à faire l'équipe. Puis vu que j'étais encore sur un contrat d'entrée, ben ils m'ont renvoyé dans la Ligue américaine. Fait que c'est ça. J'ai continué à bien jouer, mais par la suite, je me suis fait échanger à Tampa là, à date limite des échanges parce qu'ils sont allés chercher du renfort justement pour faire les séries. Puis ça a comme donné un second souffle à ma carrière dans la Ligue nationale. Là, tu as juste fait comme une demi-saison à Tampa, je pense. Hein? Puis après ça, Ouais. tu as signé comme agent libre avec les Sens. Ça se peut-tu, 2 ans? Non, c'est ça c'est une méchante histoire encore une fois. Là. Je me suis fait échanger à date limite des transactions à Tampa. Je termine la saison là-bas. Dans le fond, eux étaient la dernière équipe dans la Ligue nationale. Donc, moi, ils m'avaient échangé ils sont allés chercher Vaclav Prospal, c'est un vétéran, pour aider les Flyers à faire un bout de chemin en série. Ouais. Moi, j'étais juste content parce que j'étais dans la Ligue américaine. Fait que moi, je suis arrivé à Tampa, puis j'avais la chance de jouer. J'étais avec Tortorella qui était là, avec Martin Saint-Louis, Vincent Lecavalier. On avait une couple de Québécois, là, Michel Ouellette qui était là, Mathieu Darche. Ouais. Fait que pour moi, j'ai joué 20 games le reste de la saison, ça a super bien été. Puis suite à ça, ils m'ont offert un contrat de 2 ans one-way dans la Ligue américaine, fait que dans la Ligue nationale, excuse. Fait que j'étais vraiment content, là, je pouvais pas demander mieux. Fait que j'étais prêt à retourner par la suite à Tampa. Puis 3-4 jours avant que le camp débute, j'avais envoyé mon camion avec toutes les choses dedans, tout mon linge, tout, je l'avais envoyé par paquebot à Tampa. Fait que j'étais supposé d'y aller 5 jours plus tard, que mon camion soit là, puis j'avais toutes mes affaires. La journée que j'étais allé porter mon camion, j'ai reçu un appel que je venais de me faire échanger à Ottawa. Fait que là, j'étais chez nous à Gatineau. J'allais jouer à Ottawa, j'avais plus rien, j'avais mon équipement de hockey, c'est tout, j'avais plus de linge. Tellement que le premier match hors concours des sénateurs, j'ai emprunté le bal l'habit de balle de finissant à mon frère pour aller, pour aller au game. Ah ouais, c'était de toute beauté. Ah, c'est carré. Mais c'est fou pareil, hein, la vie. Tu sais, le monde, il voit pas ça, tu sais, comme dans la vie d'un joueur de hockey, là, mais tu sais, t'es à 20 minutes là, de ton équipe où tu te fais trader, puis toi, tu viens de shipper ton stock tout à l'autre bout. Mais avant qu'on parle des scènes, tu parlais, tu sais, de côtoyer Saint-Louis, le Cavalier, puis tout, à Star, tu sais, c'est cool avec le métier que tu fais, ça te fait des bons contacts, là, un peu, si tu veux des scoops à Montréal, ils sont tous rendus dans ta cour. Ça fait des bons contacts. Moi, je suis pas du style, tu sais, je sais pas toi aussi, mais je suis pas du style à... D'un, il y a pas beaucoup de joueurs avec qui j'ai joué dans la Ligue nationale que je garde encore une tonne de contacts avec. On dirait que les gars, surtout que je garde contact, c'est des gars que j'ai joué avec en Europe ou dans la Ligue américaine, parce que je sais pas si... Ouais. Je veux pas te dire... Je trouve que c'est plus humain comme relation, tu sais, tandis que dans la Ligue nationale, ben, quand t'arrives... tu prends la place à quelqu'un, puis quand t'es là, ben t'essaies de pas perdre ta place, justement. Fait que
Ouais. À moins d'avoir un contrat de 8 ans, 80 millions, quand tu es dans une situation comme moi j'étais, il n'y a pas beaucoup de journées dans la Ligue nationale que je peux te dire que j'ai vraiment profité à 100% d'être là, parce que justement, il faut tout le temps que tu regardes par-dessus ton épaule pour être certain que ta place est encore là. Fait que, puis il y a eu beaucoup de changements. Fait que je te dirais que pas une tonne de contacts, mais quand même d'avoir côtoyé ces gars-là, maintenant quand on les recroise, c'est certain que ça aide, mais au-delà de ça, je pense que ça m'a amené comme joueur et comme personne de voir des gars comme Vincent Lecavalier, la façon qu'il se comporte sur la glace, à l'extérieur de la glace. J'ai été quand même assez choyé aussi à Ottawa avec des gars comme Alfredson, Spezza. C'est des bonnes personnes. Fait au-delà du hockey, ça m'a aidé aussi à grandir comme personne. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Là, après... Ah, mais c'est ça, quand tu te fais échanger, par exemple, si tu bittersweet un peu, tu te fais échanger à Ottawa, tu viens de shipper ton truck, mais toi, tu viens de Gatineau, ton équipe d'enfance, c'était-tu les Canadiens ou c'était les Sens? C'était les Canadiens surtout. C'est sûr que les Sens sont arrivés en 93. Fait que moi, j'avais 8 ans, 8-9 ans dans ce coin-là. Fait que c'est sûr que là, j'ai comme commencé à suivre un peu les activités des sénateurs. Je suis même allé, il y avait un concours avec le hockey mineur dans le temps pour être un genre de stick boy là, pour aider le gars de l'équipement pendant une game. Ouais. Puis ça, c'était au centre civique dans le temps. Puis je me rappelle parce que c'était le premier match des sénateurs contre les Whalers d'Hartford après le repêchage d'Aigle puis Pronger, là, que Daigle est sorti premier puis que il avait dit que personne ne se rappelle qui sort numéro 2 puis Pronger était sorti numéro 2. Fait que j'étais là à ce match-là, j'étais sur le banc avec les gars puis c'est drôle parce qu'Alexandre Daigle, après la game, j'ai mon chandail, fait que là, je me promène dans le vestiaire pour faire signer ça à tout le monde puis il me dit ton père est-tu là? Je dis ouais. C'est le seul francophone dans le temps dans l'équipe. Il dit, il dit, en tout cas, je vais te dire de quoi, il m'a donné un conseil, il dit, écoute jamais ton père. Fait que là, je sors de la chambre, mon père dit, puis Alexandre, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit de pas t'écouter. Ben, ça pour dire, je revenais chez nous. Au début, j'étais pas tant enjoué parce que ça avait bien été à Tampa, puis j'avais bien aimé ça, puis aussi con que ça peut paraître, mais John Tortorella, je l'aimais quand même. Il faisait penser un peu à Sean McKenzie, comme on parlait comme entraîneur à Halifax, qui était tough, mais qui était quand même assez juste. Fait que, mais c'est ça. Quand je suis revenu à Ottawa, ben, c'est sûr que c'est le fun. T'es devant famille et amis quasiment à chaque match. Puis et la proximité aussi avec la région de l'Outaouais. Fait que j'ai toujours été très fier d'être comme un symbole aussi là, pour les Renockers du coin. Ouais, c'est clair. Avant qu'on passe à l'Europe, là, rapidement, je pense que t'as fait Caroline, t'as fait les Pingouins un peu. Mm-hmm. Juste qu'on parle des Canadiens, c'était quoi de signer un contrat avec les Canadiens puis de jouer dans cet uniforme-là si c'était ton équipe favorite de ton enfant? Bah, j'étais tellement fier juste de pouvoir avoir la chance de porter le chandail ne serait-ce qu'à un seul match. Même si c'était un match préparatoire. Fait que c'était un contrat à 2 volets que j'avais signé. Puis je savais que j'avais une chance parce que c'était l'année qu'André Markov était blessé au genou, le défenseur. Puis j'avais une chance peut-être de jouer quelques matchs ou débuter l'année et tout ça. Puis dans les matchs hors concours, ça avait super bien été. Il me faisait jouer 25-26 minutes par match dans toutes les situations. J'ai réussi à faire l'équipe dès le camp d'entraînement, même qu'il avait changé Ryan O'Byrne pour me faire de la place aussi par la suite. Puis c'est certain que je n'étais pas un régulier dans l'alignement. Je pense que j'ai joué une 40aine de parties pendant la saison, même si j'ai passé l'année au complet là-bas, mais c'est juste de vivre c'est quoi la machine du Canadien, day in, day out, puis de faire partie de l'histoire de cette organisation-là, pour moi, c'est on dirait que même en ce moment, là, ça fait 3 ans que j'ai arrêté de jouer au hockey. On dirait que je réalise pas encore l'ampleur que ça a apporté. Ouais. Fait que mes enfants commencent à vieillir, puis on dirait que les autres aussi commencent à réaliser, OK, t'as joué avec le Canadien, puis c'est une grosse machine. C'est comme les Yankees de New York au baseball, comme Manchester United au soccer. C'est l'équipe de la place, puis c'est une belle fierté. Ouais, c'est clair, c'est clair. Quand tu finis à Wilkes-Barre là, dans l'organisation des Pingouins, je pense ta carrière en Amérique du Nord. Tu commençais-tu à y penser à aller en Europe? C'était-tu de quoi que tu pensais depuis une couple d'années? Puis j'ai vu que tu es allé dans la KHL là, à Prague ta première année.
Ça avait-tu un lien, la Ivan Linka, quand tu étais allé, tu l'as mentionné tantôt, c'était là-bas en République tchèque. Tu avais-tu un lien avec ça? J'ai vu que Peter Vrana, avec qui tu avais joué, je pense, à Halifax, il était là. Ouais. C'est quoi qui a fait en sorte que tu as choisi cette place-là puis l'opportunité est venue? Ouais, il n'y avait pas vraiment de lien. Puis oui, tu sais, j'avais commencé à y parler, à y penser un peu parce que, tu sais, justement, quand tu passes du temps régulier dans la Ligue nationale, après ça, tu te remets à jouer, de faire la navette à la Ligue américaine, puis Ligue nationale, mais là, veux pas, tu commences à y penser aussi. Puis tu sais, moi, je recherchais une certaine stabilité familiale, là, même si je l'ai pas tant eu par la suite non plus. Ma femme était enceinte de notre premier quand j'étais à Wilkes-Barre puis à Pittsburgh cette année-là. Donc oui, j'y avais pensé. Il y a eu beaucoup de blessures aussi là, qui sont venues en ligne de compte par la suite, mais ma première année à Prague, j'ai reçu l'offre sur Facebook. C'était Non. aussi niaiseux que ça. Tu as mentionné Vrana qui était là, qui était mon coéquipier à Halifax. Fait que l'entraîneur cherchait un défenseur, puis il y a un autre joueur, Paul Shishira, qui a joué longtemps dans la Ligue américaine, dans l'organisation des Sables de Buffalo. Il a joué en Europe longtemps aussi. Puis c'est lui qui m'avait écrit justement pour me donner le contact du coach puis du GM à qui appeler. Puis ça s'est fait quand même assez rapidement. Puis c'est ça, j'étais à Prague, mais ça faisait partie de la KHL. Fait que on est arrivé là-bas une couple de Canadiens avec le bon vieux camp d'entraînement d'un mois et demi en Suisse, après ça en Finlande, après ça on était en Ukraine aussi pendant 2 semaines. Fait que c'est un déracinement qui s'est fait assez rapidement Vite, parce qu'en dedans de 5 jours, j'avais signé mon contrat puis j'étais parti. Mais pourquoi justement qu'ils font tous ces pays-là là, pour faire leur camp? Là, y a-tu une raison ou Je sais ça pas. fait pas de sens? Ça fait pas de sens. Je me suis C'est toujours bizarre. posé la question. Puis tu sais, c'est pas juste que tu te promènes à gauche pas à droite. Là, c'est que les entraînements sont durs. Là, tu vas courir un 20 km dans le bois. Après ça, tu pratiques le matin. Après ça, tu as le temps d'aller faire une sieste de 45 minutes. Puis tu rembarques sur la glace l'après-midi. Tu sais. Moi, je me suis fait dire que c'est comme ça parce que tu sais, c'est un peu ça a toujours été comme ça dans le hockey soviétique, tout ça, mais apparemment que les joueurs, justement, tchèques, les joueurs russes, peu importe, commencent pas vraiment à s'entraîner comme nous. T'sais, ils prennent pas juste 2 semaines de congé après la saison. OK. Souvent, ils prennent un peu plus que 2 semaines. Fait que pour eux, c'est vraiment, ils voient ça un peu plus comme de l'entraînement qu'un camp d'entraînement. Si tu comprends ce que je veux dire. OK. C'est comme leur camp de mise en forme, comme les gars C'est qui jouent ça. NHL dans les années 70, là, un peu. Exact. Après la balle Puis, molle. non. Exact. Puis, c'était comment, justement, tu sais, de vivre à Prague, puis tout? C'était-tu... Tu sais, toi, tu sortais de la NHL, tu sais, des grosses organisations. Comment t'as trouvé ça, tu sais, l'aréna, le staff, tu sais, Ouais. comment c'était tout croche un peu ou c'était quand même pas pire à Prague? Ouais, c'était quand même assez croche parce que c'était la première année. Dans le fond, c'est un oligarque russe qui a acheté l'équipe, qui a parti l'équipe à Prague. Puis, tu sais, je pense que ça s'est fait assez vite. Là, t'es dans les bureaux et tout ça. Puis à Prague, il y a dans la Ligue tchèque, il y a le Sparta Praha qui est comme reconnu, qui est comme le Canadien de Montréal en République tchèque puis à Prague. Là. Fait que ils ont comme soutiré les coachs, soutiré quelques membres de l'organisation pour essayer de partir leur projet en KHL. On jouait dans le même aréna qu'eux, c'est un vieil aréna. Par la suite, c'est sûr que là, tu joues dans le KHL, fait que tu te promènes pas mal, tu prends l'avion, tu te promènes énormément. C'était l'année du lockout dans la Ligue nationale aussi, puis on l'a pas su, les joueurs essayaient d'étirer ça, mais quand on a su que mettons 2 mois après le début de la saison qu'il y avait des joueurs qui s'en venaient, ben là, c'est sûr que les autres ils allaient essayer d'attirer toutes leurs grosses superstars tchèques puis slovaques. Nous, il y avait Chara qui était venu jouer avec nous autres. Il y avait Jiří Hudler qui était venu jouer avec nous autres, Voracek qui était venu jouer avec nous autres. Donc, c'est ça, c'est un autre monde. Puis, il m'a dit que moi, j'ai pas trippé. Je sais que tu as reçu des gars qui ont joué dans le KHL, mais tu sais, moi, j'ai pas trippé sur le volet voyagement, puis arriver dans certaines villes en Russie que tu te sens pas vraiment en sécurité non plus, puis le décalage horaire. Nous, dans le fond, à Prague, on restait, peu importe où ce qu'on était, en Russie, on restait toujours sur l'heure de Prague pour pas être mélangé quand on revenait à Prague pour mettons, une semaine puis quelques matchs. Fait que ça veut dire que des fois, on était en Russie puis on se levait à 4 heures du matin pour aller souper. Puis, tu sais, c'était juste point de vue
point de vue mental, là, c'est juste pas sain de faire ça. Fait que j'ai vraiment pas trippé sur ça. J'ai pas trippé sur le hockey non plus, là, les genres de systèmes. Puis moi, je compare ça un peu au football, au soccer européen, là, de garder la rondelle, puis eux autres arriver à la ligne rouge ou à la ligne bleue, puis lancer la rondelle dans le fond, pour aller la rechercher. On fait pas ça, là. Fait que, moi, j'ai pas trippé sur ce style de jeu-là non plus. Toi, tu leur disais au gars, là, s'il vous plaît, je peux-tu aller changer? Ça fait 8 fois que tu me ramènes le puck. Ah, Allô, ben. Je détestais ça. Mais tu sais, toi, t'es un style de défenseur un peu, tu sais, qui était capable de tout faire, là, tu sais, t'es un gars qui était capable d'être physique, tuer des pénalités, bonne première passe, tu sais, t'étais capable de fournir offensivement, mais t'étais pas le gars qui carryait le puck, là, pour monter, là, tu sais. Fait que j'imagine que dans ce ligue-là, il te demandait-tu des affaires que tu n'avais jamais faites? Il s'attendait-tu à, vu que tu as joué dans NHL, il s'attendait-tu à ce que toi, justement, tu montes le puck et que tu sois comme un quarterback? Ouais, je pense que c'est toujours ça. Tu sais, je pense que c'est peut-être l'erreur. Ben là, ça a dû changer avec le fait qu'on est capable de voir du vidéo de tout le monde à travers la planète. Là, que si tu es une équipe en Europe, tu veux recruter un jeune qui joue dans la Ligue américaine ou dans East Coast ici, ben, tu es capable de voir du vidéo de lui, puis c'est exactement à quoi t'attendre. Mais dans mon cas, quand je suis arrivé là-bas, c'était juste des oui-dire. Il avait parlé à des anciens coéquipiers ou des gars qui m'avaient affronté dans la Ligue américaine. Ils n'avaient pas vu de vidéo de moi, ils n'avaient aucune idée, puis ils m'ont quand même signé un contrat. Fait que t'arrives là, fait que les attentes sont élevées. Puis ça a souvent été ça parce que, oui, comme je pense que tu viens de bien me décrire comme défenseur. J'ai jamais été un défenseur offensif naturel. Fait on dirait que les autres, dès qu'ils voyaient que, OK, tu as joué dans la Ligue nationale, bon, ben, viens-en ici, tu vas faire 60 points par année, tu vas faire 80 points par année, mais c'est pas de même que ça marche. Là. Fait que, c'est parce qu'en même temps, tes stats de la Ligue américaine, tu faisais quand même des 35-40 points. Fait que, eux autres, ils regardaient ça, ils étaient comme, ben, c'est un défenseur, tu sais, comme vraiment offensif. Là. Ouais, mais tu sais, j'ai fait ces points-là, mais comme tu dis, c'était pas à l'emporte-pièce, c'était avec des sorties de zone, en jouant sur le power play. C'est sûr que quand tu joues sur l'avantage numérique, tu es capable de récolter un peu de points. Donc, non, c'est ça, les attentes étaient démesurées, mais de toute façon, tu as vu les stats, j'ai joué 10-11 games, je me suis fait opérer à l'épaule, je me suis déchiré tous les ligaments dans mon épaule par la suite. Je me suis fait blesser dans un entraînement, puis c'est Voracek qui m'a amené à l'hôpital dans sa Ferrari, fait que mon année était finie, puis je suis fait opérer, puis c'est ça a pas duré très très longtemps, mais même si je suis demeuré à Prague là, pas mal toute la saison parce que les autres ils voulaient pas me payer, tu sais comment est-ce que c'est en Europe là, souvent. Ils voulaient pas me payer parce que j'étais blessé, fait que c'est ça, j'ai joué au bras de fer avec eux jusqu'à la fin, puis j'ai réussi à avoir mon argent, puis par la suite là, je suis retourné chez nous. Ça a été plus long un peu vu que tu n'avais plus de ligaments dans l'épaule, c'est pour ça que tu sais au bras de fer. Il fallait que j'utilise mon autre bras, je suis pas trop fort de l'autre bras. Mais c'est fou pareil quand tu y repenses, tu dis tu le réalisais pas les Canadiens de Montréal, mais tu réalises-tu que Voracek t'a amené dans sa Ferrari à l'hôpital? Ouais, non, c'est n'importe quoi. Mon opération, tout ça, c'est complètement ridicule. Là. Parle-moi donc de ça, justement, à l'hôpital, tout, comment que ça avait été géré, toute cette histoire-là. Ouais, ben tu sais, t'es comme laissé à toi-même. Tu sais, mettons, t'es habitué dans la Ligue nationale, t'as une équipe de thérapeutes, ils sont à peu près 12, t'as les médecins, dès qu'il arrive de quoi, tu coupes la file d'attente, t'as un rendez-vous dans une clinique privée pour aller faire un IRM, t'as plein de, c'est automatique, là t'arrives là-bas, t'es dans un autre pays, tu parles pas la langue, t'es comme laissé à toi seul. C'est comme le gars de la radio qui m'avait amené à l'hôpital, qui était à 3 heures de route. À Olomouc, puis c'est pas les hôpitaux qu'on a ici, puis comme je t'ai dit, mon père travaille dans ce domaine-là, fait que je savais, pas mal à quoi m'attendre, fait que quand je suis arrivé là, ben j'étais vraiment dépaysé, pour faire l'histoire courte, là, quand j'arrive sur la table d'opération, il y a un gars qui s'est opéré à côté de moi, puis je le vois, là, il est ouvert à côté de moi, il y a même pas rien qui nous sépare, là, c'est comme dans un gros sous-sol qui est très vaste, puis il y a plein de personnes qui se font opérer en même temps. Mais j'ai eu une méchante bonne opération. Le gars qui m'a opéré, c'est le gars qui opérait tous les athlètes olympiques de la République tchèque. Okay. Puis jusqu'à ce jour, ça tient encore le coup. Puis ça a quand même, ça a bien fini cette histoire-là. Ils sont compétents, c'est juste les méthodes qu'ils utilisent des fois qui sortent de l'ordinaire, là, j'imagine. Ouais. Ben, faut dire qu'on est gâté aussi d'être au Canada. Puis tu sais, des fois, quand tu te promènes dans d'autres pays, tu vois que on est pas mal chanceux d'être né ici. Ouais, exact. Puis là, c'est ça,
ton épaule a guéri, tu fais ta rehab. L'année d'après, Mario Richer, j'imagine, c'est lui qui te contacte. Il a besoin d'un défenseur en Autriche à Graz, le coach qui t'avait coaché à Gatineau. Le lien, c'est tout ça qui a fait que tu as décidé de venir, le groupe de Québécois qu'il y avait là. Pourquoi tu as choisi Graz en Autriche? Mais là, en fait, c'est ça, je venais de me faire opérer à l'épaule. Puis quand j'étais à Prague, justement, ils voulaient pas me payer. Fait qu'il avait dit au trainer, puis aux soigneurs de l'équipe, puis aux physio de pas me donner de traitement. Parce que les autres, ils pensaient que j'allais me décourager puis partir, puis qu'ils allaient pas avoir à me payer. Fait que j'ai été dans un attel beaucoup trop longtemps. Fait que j'ai perdu beaucoup de mobilité, beaucoup de force, beaucoup de flexibilité. Fait que la rehab, elle a été très, très longue une fois que je suis revenu à Gatineau. Puis j'ai été chanceux, j'ai été suivi par une belle équipe. Là, mais tu sais, encore là, t'as pas d'assurance, pas comme dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine. Fait que c'est moi qui déboursais tous ces frais-là. Puis fait que ça a été quand même assez long de retrouver une certaine mobilité. Puis tu sais, juste pour que l'épaule soit en forme pour jouer au hockey, mettons. Puis là, entre-temps, ben, je poussais la machine pour être en forme. Puis j'ai eu une autre opération. Je me suis fait une hernie inguinale. Fait que il a fallu que je contacte le Dr. Mulder du Canadien de Montréal. C'est lui qui m'a opéré. Fait que tu sais, je venais d'avoir 2 opérations dans un laps de à peu près 6 mois. J'avais 27 ans. Fait que je pensais vraiment que c'était la fin. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai pris l'été au complet pour essayer d'être en shape de hockey, qui était pas évident. Puis quand Mario Richer m'a contacté, il manquait un joueur justement avec vous, tu étais là à Graz. Puis j'ai dit Mario, j'ai été blessé, je me sens pas encore 100% en forme, mais je dis c'est sûr que j'aimerais ça jouer au hockey. Excuse-moi, fait qu'il m'a dit ben gars, viens, puis tu prendras le temps que ça prendra. Fait que au moins il a été patient de ce côté-là. Puis non, ça a été. Tu sais, quand je regarde le niveau hockey, peut-être que je m'attendais pas, je connaissais pas vraiment la Ligue de l'Autriche. Peut-être que c'était pas le niveau de hockey, de la KHL, tout ça, mais j'ai tellement eu du fun. Ça m'a enseigné le groupe de Québécois. On était combien? On était 9, 8, 9, 10 quasiment. Le groupe de Québécois, je pense que quand je regarde toutes mes années de hockey, c'est le groupe de gars avec qui j'ai eu le plus de fun. C'est l'année que j'ai eu le plus de fun à jouer au hockey, que ce soit dans les entraînements puis même à l'extérieur de la glace. C'est normal, la connexion avec les francophones, puis même avec les blondes, avec tout le monde, je pense que ça faisait de façon naturelle. Fait que non, c'est une belle année. Mais c'est plate, c'est justement, on en reparlait là, des fois avec des gars de cette édition-là, puis on était comme, il aurait gardé la même équipe l'année prochaine, on avait une équipe pour gagner. Mais cette année-là, ça a glace, je sais pas qu'est-ce qui arrivait, mais ça marchait pas, mais on avait vraiment une bonne équipe. Ouais. Puis on avait juste chié dans la pelle. Peut-être qu'on avait trop de fun en dehors de la glace, je sais pas. Mais c'était comment justement ton expérience en Autriche, tu sais, de tout le vibe allemand un peu, là, de la langue allemande, puis les traditions là-bas, y a-tu de quoi que tu te rappelles, soit des Christmas markets, soit des festivités, les carnavals, ces affaires-là, y a-tu de quoi qui t'a marqué que tu trouvais ça vraiment cool dans la culture allemande? Ouais, ben c'était différent parce que c'était l'année d'avant, j'avais été à Prague. Oui, Prague, il y avait les marchés de Noël, tout ça, il y avait la même chose, mais je restais pas à Prague. J'avais un appartement qui était comme un peu à l'extérieur de la ville, donc j'étais pas vraiment dans l'attrait touristique tant que ça. Puis quand je suis arrivé à Graz en Autriche, je pense que c'était comme un des seuls qui restait pas mal en ville là, parce que justement, j'étais arrivé en dernier. Fait que ils m'ont trouvé un appart qui était incroyable dans le centre-ville, tout ça. C'était vraiment la première fois que ma famille et moi, on avait vraiment la chance de vivre l'Europe, mais comme piétonnière, centre-ville, de se promener, tout ça. Fait que ça, j'ai vraiment adoré ça. Juste le fait aussi de prendre le tram pour aller à l'aréna, puis ça, je raconte ça à mes enfants encore, puis je raconte ça à tous mes amis, des parents qui sont parano avec le fait d'aller laisser leurs enfants à l'école, les déposer, faire ceux qui attendent qu'ils rentrent dans l'école avant de partir. Mais quand j'étais à Graz en Autriche, pour me rendre aux pratiques, le matin, je partais du centre-ville en tram, puis j'allais à l'aréna. Mais il y avait des enfants de 6-7 ans qui prenaient le tram avec moi tout seul, avec leur sac à dos, qui s'en allaient à l'école tout seul, au centre-ville, qui était bondé de monde, qui avait du trafic à mort. Fait que ça m'avait, je me rappelle que ça m'avait vraiment marqué. Mais c'est ça, c'était juste de vivre vraiment l'aspect centre-ville, puis Europe, là, comme tu vois, t'es habitué de voir à la télé, tout ça. Pour moi, c'était une première expérience.
Ouais. Puis tu sentais-tu qu'en Europe, le stress par rapport au hockey était moins élevé? Tu sais, tu disais tout le temps que tu regardais au-dessus de ton épaule là, dans la Ligue nationale, puis tout ça. Quand tu es arrivé en Europe, t'as-tu fait Ah là, je peux rester, je peux vraiment vivre, recommencer à m'amuser, à jouer au hockey, puis tout ça. Tu sais, après ça, les blessures, ils étaient un peu mis tu sais, Ouais. derrière toi, là, ça allait mieux. T'as-tu senti ça? Ça dépend des places, là, je te dirais. Tu sais, c'est sûr qu'à Prague, c'est la KHL, fait que c'était comme. Tu sais, c'était la deuxième meilleure ligue au monde. Fait qu'il y avait, oui, il y avait de la pression. Ça, je la sentais. Euh, à Graz, pas énormément. Tu sais, comme je t'ai dit, j'ai vraiment retrouvé le goût de jouer, là, tu sais, d'avoir du fun. Puis le hockey était, sans dire secondaire, mais tu sais, je voyais pas ça comme un travail, mettons. Puis Mhm. c'est sûr que les autres places par la suite, tu sais, en Allemagne, c'était un peu la même chose. Là, tu sais, ton poste n'est jamais vraiment en jeu. J'ai joué 2 ans en Suisse où que le nombre d'étrangers par équipe il était de 4, puis 4 joueurs étrangers qui peuvent jouer par match. Fait que là, il y avait une pression quand même, je te dirais, assez énorme. Fait Mhm. que tu sais, ça dépendait des ligues, dépendait des places aussi. Ouais, et c'est ça. Quand tu es allé à Ingolstadt, euh, as-tu gagné un championnat à Ingolstadt? Parce que j'ai vu dans les playoffs, vous avez joué comme 18 games. Je me Ouais, suis dit, ça devait être bien. on a perdu en finale contre Mannheim cette année-là. Fait que ouais, c'est ça. Dans le fond, ça, c'était l'année après Graz, là, en Autriche. Puis mon hernie, que je te disais, je m'étais fait opérer. Je sais pas si tu te rappelles, pendant la saison en Ouais. Autriche, était ressorti encore. Fait que là, je jouais avec un attel, puis tout ça. Puis ça, c'était pas confortable ben. Puis je vais t'épargner les détails. Mhm. Mais mettons que mon hernie était rendue assez basse, proche de mes parties privées, qu'à la fin de l'année, j'avais assez mal que j'étais plus capable plus capable de jouer. Fait que cet été-là, j'ai vraiment appris l'été au complet je me suis fait opérer à Graz avant de partir. Puis j'ai pris l'été au complet, un bon 2-3 mois de repos pour laisser mon corps là, vraiment se reposer. Puis j'ai reparti la machine par la suite. Puis j'ai commencé à pratiquer avec les Olympiques de Gatineau dans mon patelin. Benoît Gros qui coachait m'a laissé pratiquer avec eux. C'est drôle parce que c'était dans le temps que Jean-Gabriel Pajot jouait pour eux autres, puis des gars après ça comme Alexandre Carrier aussi, j'ai eu la chance de côtoyer, tout ça. Ouais. Fait que j'ai vraiment pris mon temps, puis Ingolstadt, dans le fond, sont venus me chercher parce que j'avais eu un try-out de 2 semaines à Fribourg en Suisse qui n'avait pas fonctionné. Puis eux autres, ils avaient vu ça, on dirait qu'une fois que tu traverses l'Atlantique, tu te mets sur la map, t'es capable de dénicher des contrats. Fait que j'avais fini Ouais. la saison avec eux, puis on avait perdu en finale. Ça avait super bien été dans les playoffs aussi. Là, fait que... OK. Puis t'as-tu vu une différence dans le style de hockey autrichien puis allemand? C'était-tu plus physique en Allemagne? Ça ressemblait-tu un petit peu le style de hockey? Ça ressemblait, je te dirais que c'était plus physique. Euh, je sais pas pourquoi, parce que tu sais, la composition des équipes, ça reste que c'est quand même ça se ressemble. Tu as quand même la moitié de l'équipe qui sont des étrangers. Mhm. Je sais pas si c'est par rapport à la culture du pays. Tu sais, c'est l'allemand, les Allemands, c'est du peuple, c'est un peuple qui est quand même assez tough, assez demandant aussi, qui ont bûché assez dur aussi. Puis nous, ce qu'on était à Ingolstadt, on était à 45 minutes de Munich, on était vraiment dans la Bavière, puis on était dans la ville où les autos Audi sont bâties. Là, tu sais, Ingolstadt, c'est que ça. Dans le fond, t'enlèves l'usine OK. d'Audi, il y a rien. Il y a pas de OK. ville. C'est vraiment 60-65% du monde qui sont dans cette ville-là travaillent chez Audi. Fait qu'évidemment, ils sont un gros commanditaire de l'équipe. Fait qu'on était quand même très bien entourés. Puis on avait un coach, Larry Ross, qui m'a recoaché par la suite en Suisse, mais un Canadien qui a gagné à peu près toutes les ligues en Europe, il a gagné en France, il a gagné en Suisse, il a gagné en OK. Allemagne. Donc c'est ça. Le style de jeu était un peu plus rude, moi, je pense. Parce que je pense que les partisans aimaient ça aussi. Ils aimaient Mhm. ce style de jeu-là. Puis on avait des joueurs qui étaient capables de brasser à la cage aussi. Puis je te dirais que ça a été un avantage pour nous autres, même que ça nous a aidé à se rendre en finale. Là. OK. OK. Puis la ville, c'était-tu plate en tant que tel? Tu sais, tu disais que c'était tout tourné autour d'Audi, mais c'était-tu, tu sais, quand tu sortais de l'aréna, y avait-tu moyen y avait-tu des belles places à visiter? Y avait-tu une coupe d'affaires à faire? Tu sais, t'étais à 45 minutes de Munich, fait Ouais. que tu pouvais aller là, mais.
Tu sais, t'es bien situé là, parce que justement, ben, t'es près de Munich, t'es près des monts de ski pas trop loin, ça se fait assez bien, mais tu sais, le centre-ville d'Ingolstadt, je veux dire, c'est 2 rues, puis une fois que t'as visité OK. l'usine, puis une fois que t'as visité le musée d'Audi, t'as pas mal fait le tour de la ville. OK. Puis là, l'expérience en Suisse, après, à Fribourg-Gotteron, là, tu retournes dans une place, ça parle francophone. Ouais. Euh, C'était comment, justement, ton expérience là? Christian Dubé, il était là, je pense. Il jouait dessus quand tu as joué? Ouais, en fond, c'est ça, Christian Dubé, c'est avec lui que j'avais eu le try-out de 2 semaines. J'avais été capable d'avoir un try-out. Fait que je pense que j'avais laissé une bonne impression dans ce try-out-là, mais il y avait un joueur d'avant qui s'était blessé, fait que il n'y avait pas vraiment de place pour moi, mais par la suite, c'est ça, d'insérer à Ingolstadt, ça avait bien été personnellement. J'avais ramassé une coupe de points, je jouais beaucoup. Puis je pense que ça m'avait aidé par la suite à signer un contrat avec Fribourg. Puis pour moi, j'étais juste content parce que euh, oui, la KHL, c'est la deuxième meilleure ligue au monde, deuxième meilleure ligue de hockey au monde, mais pour moi, la Suisse, c'est sûrement la meilleure ligue quand tu penses qualité de vie, voyagement, être capable d'être chez vous, être avec ta famille. Le paysage est juste débile en Suisse. Donc, pour moi, d'arriver là, c'était vraiment un but que je m'étais donné après mes opérations, de graver les échelons puis d'être capable de jouer une saison au moins en Suisse. Puis, tu vois, j'ai été capable d'en jouer 2. Puis, le timing était bon. Mon gars commençait l'école, vu que c'est francophone, il était capable de le faire en français. OK. On a vécu vraiment de belles expériences. On s'est promené à travers la Suisse au complet, ma famille puis moi. On a rencontré du bon monde aussi. Fait que, tu sais, de vouloir vivre ça comme famille aujourd'hui, de partir, là, j'ai 3 enfants, de partir les 5 avec des billets d'avion puis les hôtels, là, ça me Ouais. coûterait assez cher. Nous, on l'a vécu parce qu'on était payés pour le faire en plus. On avait une Ouais. voiture de fournie, puis on était capable de se promener à travers la Suisse pendant nos journées de congé ou pendant les breaks internationaux. Fait que non, on a Mhm. vraiment trippé en Suisse. Justement, t'en as-tu en profité un peu dans tout ton temps en Europe, là? T'as-tu fait des voyages? T'as-tu été dans d'autres pays? C'est quoi que t'as fait comme voyage que t'aurais peut-être pas fait, justement, comme tu dis, si t'aurais parti d'ici et t'aurais tout eu à payer? Ben nous autres, dans le fond, là, c'était clair. À chaque fois qu'il y avait le break international, là, c'est dans le fond, ça c'est pour le monde qui s'y connaissent pas tant, c'est qu'il y a un break, je pense autour de novembre peut-être dans ce coin-là. Puis au Ouais. mois de février, tu as une semaine de congé ou au moins un 5 jours que les joueurs peuvent quitter puis être en vacances parce que les joueurs qui jouent pour les équipes internationales ont des camps d'entraînement, tout ça. Fait que nous autres, c'était clair qu'on allait en profiter à 100%. On s'était dit, vu qu'on était là, soit que tu prends le train, soit que tu prends l'avion. Fait qu'on a fait une coupe de place. On est allé en Slovénie, on est allé Espagne, Portugal, on est allé à Chamonix. On a vraiment fait le plus de places possible. C'était Mhm. vraiment un mandat là, pour nous de vivre l'expérience comme famille à 100%. Puis c'est drôle parce que mon plus vieux a 10 ans aujourd'hui, puis on a une map dans le sous-sol ici là, avec des épinglettes, une map du monde, puis toutes les places que mon gars de 10 ans a faites, c'est ridicule quand tu y penses. Il a 10 ans, puis il a fait à peu près 18 pays. Il a vécu, il a vécu l'expérience vraiment. Ça rappelle Mhm. pas tout, mais je trouve que ça lui amène une certaine ouverture. Il est curieux, puis il est pas gêné. Puis non, c'est des belles expériences. Ouais. Puis penses-tu que justement, en tant que famille, là, d'avoir pu avoir les enfants dans le temps que tu étais en Europe, ça l'a aidé justement à la situation familiale versus si tu aurais été en Amérique du Nord comme NHL ou de quoi de même, parce que le temps te permet plus de passer du temps en famille. Penses-tu que ça a formé tes kids différemment? Sûrement, parce que c'est certain que, ben, tu sais, reste que tu voyages quand même, là, mais c'est ça, mon plus vieux, lui, il est né à Wilkes-Barre, mes 2 autres sont nés en Allemagne. Fait que, tu sais, juste de vivre aussi les soins à l'hôpital, puis voir comment ça se passe aussi, la naissance dans d'autres pays. On a eu des super bons soins, on a été super bien traités. Mais c'est certain, comme je t'ai dit, en Suisse, j'étais chez nous à chaque soir. Tu te promènes à Fribourg, tu t'en vas jouer à Zurich, c'est même pas 1 heure et quart. Tu es revenu chez vous Ouais. après la game. Fait que c'est certain que ça aide énormément. Tu passes beaucoup plus de temps avec eux.
Puis juste les breaks, comme je t'ai dit, te permettre de voyager 2 fois par saison, d'aller dans d'autres pays, vivre des expériences. Tu peux pas vivre ça dans la Ligue américaine, tu peux pas vivre ça dans la Ligue nationale. Fait que, tu sais, je pense que oui, là, pour répondre à ta question, t'es pas mal plus proche en tant que famille. OK, good. Dernière place que tu as faite ou que ça a fini là, à Düsseldorf, encore en Allemagne, je pense que tu as joué 2 ans là. Le vibe de cette ville-là, c'était comment versus Ingolstadt? Puis comment ça a été ton expérience là-bas? Ben, Düsseldorf, c'est une pas mal plus grosse ville. Là. Il y a beaucoup de grosses compagnies que leur siège social est là, comme mettons L'Oréal, les produits Le Shampoing. Il y a beaucoup de grosses compagnies. C'est une grosse aréna aussi. Il y a à peu près 15 000 qui rentrent. Là. C'est jamais tant plein que ça. Tu as peut-être 8-9 000 personnes. Point de vue expérience hockey, c'était vraiment cool. Puis par la suite, ben, on a vécu vraiment de belles expériences en dehors de la patinoire. Puis, je savais que ma carrière tirait vers la fin. Fait qu'on dirait que je profitais encore plus de chaque moment. Mon gars allait dans une école internationale anglaise ultra ultra sécuritaire, ultra sophistiquée parce que il y avait tous les enfants justement des CEO des grosses compagnies, tous les enfants des joueurs de soccer à Düsseldorf qui jouaient en première ligue qui étaient là. Ouais. Fait que c'était une expérience vraiment cool. Il y a beaucoup aussi de personnes, de Canadiens qui ont pas rapport au hockey, qui sont là pour des travaux que je viens de te dire. Où nous on s'est fait de bons amis qui travaillaient pour les Nations Unies, travaillaient pour l'armée, qui étaient canadiens mais qui étaient basés là-bas. Qui avaient des enfants de même âge que les nôtres, qui allaient à l'école avec eux, qui étaient dans le même quartier que nous. Fait que moi ça m'a permis d'avoir du fun avec mes coéquipiers à l'aréna, avec mes coéquipiers à l'extérieur de la glace, mais aussi vivre une vie de quartier avec du monde extérieur, du hockey qui, le samedi, se faisait un barbecue dans la rue, puis prenait une petite bière tranquille, puis jasait de n'importe quoi sauf du hockey. Fait que ça m'a amené quelque chose d'autre que j'ai pu décrocher, tu sais, du hockey. Tu parlais tantôt de cet aspect-là, mais l'Allemagne, les 2 dernières années, tu sais, j'en ai profité, mais les connexions que je me suis faites en dehors du hockey, j'ai adoré. C'est cool parce que ça te prépare aussi à ton après-carrière. Surtout, tu sais que tu finis, tu fais comme OK, mais tu sais, ça peut arriver aussi. Là, tu sais, si j'ai pas le hockey, ben ça, c'est le fun aussi. Puis, tu sais, ça va rester dans ma vie quand même. Juste avant de finir, tu as eu la chance d'aller à Spengler Cup. Ouais. C'était comment cette expérience-là? C'était-tu quand tu étais à Fribourg? Oui, la Spengler Cup, c'était ma première saison en Suisse à Fribourg. Puis, tu sais, c'est quand tu représentes ton pays, c'est toujours cool. De deux, c'est pendant la période des fêtes, c'est pendant Noël, pendant le jour de l'an. Fait que si t'es pas à Spengler Cup, ben t'es dans ton appart tout seul avec ta famille en train de faire du FaceTime avec tous tes amis puis ta famille qui sont au Québec puis en train de faire des réveillons. Fait que c'est un peu triste. Et là, on se retrouvait avec 22 autres familles canadiennes dans un super bel hôtel à Davos. Les enfants étaient aux anges. Il y avait un Père Noël qui était là chaque soir. Les activités qui étaient faites pour la famille. Puis, tu sais, point de vue hockey, le tournoi de Davos, tu sais, le tournoi de la Spengler Cup, je pense que pour tous les joueurs qui ont joué au hockey en Europe, c'est un peu leur Coupe Stanley, là, tu sais, de voir ça puis de jouer là. Puis on a réussi à gagner aussi la médaille d'or. On a gagné le championnat. Fait que c'était juste c'était un beau moment à passer dans le temps des fêtes avec une belle gang. Puis la cerise sur le Sunday, c'est que on a gagné. Fait que ça fait des belles photos avec les enfants qui étaient jeunes pendant ce temps-là. C'est des beaux souvenirs. Ouais, cool. Puis là, je veux venir à ton après-carrière un petit peu. Là, tu as été dans le coaching, tu as fait du scouting aussi un petit peu, tu es impliqué beaucoup. Là, tu es impliqué avec les filles au cégep. Mais côté média, comment c'est arrivé dans ta vie, ça, pour que tu rentres à TVA Sport? Mais en fait, tu sais, ça m'a toujours intrigué, ce côté-là média, ce côté-là communication. Je suis une personne assez gênée, assez réservée, mais j'ai toujours analysé, tu sais, j'ai toujours su que j'allais soit faire ça ou soit devenir recruteur parce que j'aimais ça, analyser le hockey puis pas juste regarder un match en tant que fan, mais vraiment décortiquer tous les aspects du jeu.
Fait que quand j'ai arrêté de jouer, ben, le timing était incroyable. Je suis revenu ici, c'était la pandémie. Fait que j'ai été presque 1 an et demi assis sur mon sofa à me questionner, savoir qu'est-ce qui allait se passer. Mais c'est ça, je tendais des perches un peu partout. J'ai un peu harcelé Louis-Philippe Neveu, qui est le gros boss de TVA Sport. Je le lâchais pas. Puis à un moment donné, ben, j'ai eu une ouverture grâce à Michael Lalancette qui couvre le hockey junior. J'ai eu une ouverture je suis rentré à ma TV, puis on a fait quelques matchs juniors, là, justement, avant que la pandémie arrive. On a eu le temps de faire 7 ou 8 matchs à la télé. Fait que c'est un peu, tu sais, télécommunautaire, c'est un peu, t'es laissé à toi-même. C'est une belle école, là, tu sais, assez rapidement, t'apprends sur le tas. Fait que ça m'a donné un peu d'expérience. Puis là, par la suite, ben, je lâchais pas LP Neveu, je le suppliais de me donner une chance. Puis cette chance-là est survenue quand la LHMQ ont fait 6 matchs dans la bulle là, au Centre Vidéotron à Québec pendant la pandémie. Ouais. Fait que c'était comme ces 6 matchs-là, c'était mon try-out un peu. Fait que ça a bien été. Puis ils m'ont offert un contrat. Puis là, ben, c'est ça, ça fait la 3e saison que je suis avec eux. Puis c'est ça, ça me permet de rester dans le hockey. Ça me permet de continuer de vivre ma passion d'une autre façon, mais j'adore ça. Là. Ouais, puis tu fais bien ça aussi, faut que je le dise, là. T'es un Merci. gars qui est tout le temps bien placé, tu utilises les bons mots, puis tu ne vas pas dire quelque chose que tu n'as pas réfléchi avant, là, fait que c'est vraiment bon. Mais c'était comment ton expérience au draft, justement, à Montréal? C'était comment le vibe à l'intérieur, puis tout? Ça devait être fou quand même, là, qu'est-ce qui se passait là? Ouais, je vais dire, on avait fait le draft l'an passé, c'était tout virtuel. Fait que tu sais, là, d'arriver, les circonstances font que tu arrives à Montréal. Montréal a le premier choix. Déjà là, le hype est énorme. C'était incroyable. Après ça, Martin Saint-Louis qui fait son speech. Tout le monde est allumé dans la place après son speech. L'ambiance était survoltante. C'est vraiment un moment très cool. Là, tu sais, le débat, est-ce que c'est right? Est-ce que c'est Slavkovski qui va sortir en premier? Le Slavkovski sort. Après ça, l'échange de Romanov. Tu sais, le show est incroyable là, par rapport à... On n'avait pas eu besoin de remplir des trous tant que ça. Il y avait du stock qui apparaissait tout seul, puis c'était cool, mais tu sais, je sais pas si tu te rappelles quand Slavkovski est monté des estrades pour venir nous rejoindre justement à notre studio de TVA. Puis là, tout le monde s'est mis à l'acclamer, tout le monde criait le fameux olé, 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 puis hey, même moi, là, j'étais assis à côté, puis j'avais des frissons, je regardais ça, je disais, c'est incroyable, pareil, là, tu sais, l'équipe, il doit capoter bien raide, fait que non, c'était une expérience assez cool. Je suis pas sûr qu'on va revivre un repêchage comme ça. Là. En tout cas, point de vue émotion, là, puis attachement par rapport aux Canadiens de Montréal. Mais je suis content d'avoir été sur place. Là, puis tu sais, je suis pas contre assez chanceux parce qu'il y a Louis-Jean qui est le maître de cérémonie. Louis-Jean, il est écœurant, il est vraiment bon. Il a énormément d'expérience, là, il a un charisme, qui est capable de bouncer sur tout un peu là, pour sauver des malaises. Là. Ouais. Puis c'est surtout, j'allais dire, Alain Chéné qui lui commence à épier les jeunes prospects à partir de janvier. Là, malheureusement, c'est son dernier repêchage parce que Alain, c'est beaucoup de job pour lui. Il veut plus vraiment voyager non plus pour aller au prochain repêchage à Nashville. Mais lui, il a été directeur du scouting des Ducks d'Anaheim pendant combien d'années? C'est lui qui est allé chercher Perry, c'est lui qui est allé chercher Getzlaf. Fait que, tu sais, juste de pouvoir parler hockey, puis des situations, puis lui, il va tout arriver, puis les contacts qu'il y a comme recruteurs qui sont encore là, puis de voir ce qui se passe sur le plancher. Je veux dire, je peux pas demander mieux, là, tu sais, comme je t'ai dit, 1 an et demi, 2 ans, j'étais sur mon divan à me demander ce qui allait se passer à cause de la pandémie, puis là, je me retrouve super bien entouré, je fais un job que j'aime, fait que je peux pas demander mieux. Mais c'est combien de temps de préparation, ça, Alex, admettons, pour le draft? Parce que tu étais préparé, là. Quand il y a un nom qui sortait, tu le décrivais, puis tout ça. Tu sais, comme, t'as passé combien de temps? Puis, tu sais, t'as sûrement eu des discussions avec Alain, justement, tu sais, par rapport à des gars, puis, tu sais, discuter un peu, puis t'es en mode analyse, mais combien de temps que t'as passé sur le draft, juste pour que le monde comprenne que t'es pas juste là pour poser 3 questions à un gars, là. Tu sais, t'es vraiment préparé. Ben, c'est beaucoup de travail. Je dois dire que Alain en fait. Alain, mettons, met les bases parce que lui, il commence au mois de janvier, justement. Puis lui, ben, il a encore ses réflexes de recruteur. Fait que c'est certain maintenant avec RickNet, avec toutes les choses
qu'on est capable de regarder le plus de vidéos possible sur les prospects. Fait qu'Alain, lui, identifie vraiment sa propre liste en parlant à des amis qui sont encore dans le monde du recrutement. Fait qu'Alain nous arrive peut-être 3 mois avant le repêchage avec une liste de 80 joueurs, selon lui, qui sont numérotés de 1 à 80 en ordre. Fait que il nous soumet ça. Nous, on commence. Fait que moi, je commence à regarder ça. Puis je commence à regarder. Je regarde au moins un 15-20 minutes de chaque joueur. C'est certain, mettons que le top 15, je vais regarder plus que 15-20 minutes. Je vais regarder plusieurs matchs. Mais tu sais, le kid qui sort en 3e ronde ou en 5e ronde, ben, je vais quand même essayer de couvrir un 15-20 minutes de game, voir ses tendances, lire beaucoup sur lui. J'ai été assez chanceux parce que là, les kids du Québec qui étaient disponibles au draft, je les avais vus leur année midget parce que j'étais recruteur avec les Vultures de Drummondville, fait que je les connaissais quand même très très bien. Ça m'a aidé énormément. Mais écoute, je sais pas, j'ai pas calculé le nombre d'heures, mais je te dis le mois de juillet, c'est le draft. C'est surtout le fait qu'au mois de juin, nous autres, mai-juin, c'est les séries de la NHL, fait qu'on est occupé en tabarouette. Fait que là, c'est essayer de trouver un peu de temps pour épier les prospects, mais je te dirais que c'est un bon 100-150 heures de visionnement de vidéos, puis de notes, puis tout ça pour arriver fin prêt. C'est fou, hein? Mais au moins, à cette heure, avec la nouvelle technologie, ça te permet juste de regarder les chiffres du gars. Ouais. Tu sais, tu peux cliquer, tu n'es pas obligé de regarder la game au complet pour le voir comme 5 minutes en première période. Là. Tu peux cliquer puis voir chiffre par chiffre, fait que c'est plus facile. Ça aide énormément. Non, c'est clair, c'est clair. Juste avant de finir, on finit, là, mais je te dis des petits mots. Dans le fond, par rapport à l'Europe, je te dis un mot, puis tu me dis à quelle ville ça te fait penser. OK. Ou tu sais, un petit descriptif de c'est quoi. Admettons la place que tu as trouvé qui avait la plus belle architecture dans toutes les places que tu as visitées. Je pense que j'ai pas le choix d'y aller avec Prague, le centre-ville de Prague, là, où c'est très touristique. C'est assez incroyable. C'est assez vieux aussi. C'est vieux, mais ouais, c'est sombre un peu, c'est dark. Là, ça fait, ouais, c'est vraiment cool. La culture, le peuple, c'est lequel tu as préféré dans toutes les places que tu as faites? Je les ai tous aimés. Je te dirais, je pense que j'ai pas le choix d'y aller avec Düsseldorf en Allemagne. Tu sais, le bon vieux, le schnitzel, les pretzels, la bière rouge. Chaque petit comté a sa propre bière. C'est la bataille entre les comtés pour savoir qui a la meilleure bière. Tu sais, c'est un peu comme si toutes les microbrasseries du Québec seraient en compétition l'une contre l'autre. C'est bon, il y aurait de la compétition entre les coins. Il y aurait de la guerre. Il y en a des microbrasseries. La bouffe, c'est où que tu as préféré? Là, tu parlais des schnitzels, mais y a-t-il une place que tu as fait vraiment assister? La Suisse. Pas le choix d'y aller avec la Suisse. Où est-ce que j'étais à Fribourg? J'étais à peut-être 30 à 40 minutes des montagnes puis de la meilleure place pour la fondue au fromage. Fait que je dois dire que au Québec, on dit souvent que les joueurs de hockey, on aime bien ça manger notre poutine, mais en Suisse, c'est la même chose, mais c'est la fondue au fromage. Au moins une fois par semaine. Puis, quand tu rentres à une place, là, moi je me rappelle, il y avait un petit resto, il faisait juste un samedi sur 2 la fondue au fromage, parce que sinon ça sentait pendant ça sentait pendant 10 jours. Tu manges pas ça chez vous, tu manges ça au resto. Ouais, c'est ça, exact. Le pays que tu as joué, que les gars avaient le plus de skills naturels? C'est tough. Allemagne, il n'y a pas une tonne de skills. Autriche, tu sais, Allemagne, Autriche, c'est plus de la drive. Suisse, c'est des excellents patineurs. Skills, oui, mais pas énormément. Je pense que j'ai pas le choix d'y aller avec Prague. Là. Tu sais, quand tu regardes les gars qui sortent de là maintenant, là, le programme de hockey des jeunes, tout ça, ouais, je pense que je vais y aller avec Prague. OK. Les arénas, les fans, les plus fous, les plus cool que tu as vus, le rink, même si c'était pas ton équipe où que tu jouais, là, mais c'est où la place qui t'a le plus impressionné? Écoute, en Suisse, c'est dur à battre. Là. Fribourg, tu sais, il y a un mix de nouvelle aréna, vieille aréna. Fribourg, maintenant, a tout rénové l'aréna. Je suis pas allé, mais ça a l'air vraiment débile. À Berne, tu sais, il y a comme un côté de l'aréna que c'est juste des partisans qui sont debout. Là. Il n'y a pas de place pour s'asseoir, fait que ça, c'est assez quand même intimidant. Mais tu sais, chaque pays, on dirait qu'ils ont comme leur aréna niche, puis
En tout cas, je pourrais peut-être plus te dire des arénas qui étaient horribles à aller. Là. Mettons, à Ajnaimo, je sais pas si tu te rappelles, en République tchèque, qui joue dans la Ligue de l'Autriche. Wow. Ah ouais. C'était terrible, hein? C'était terrible. Ah ouais, c'était terrible. Ah ouais, puis la ville avait de l'air sale, le monde dans les estrades, on dirait qu'ils savaient pas il était où. Il était trop pacté, ils savaient pas s'il était une game de hockey. Ouais. Une place que tu ferais un vol direct pour aller là, puis tu passerais beaucoup de temps, puis une place que tu irais avec escale, en voulant dire, c'est un must-see pour 2-3 jours, mettons une ville ou un pays. Il y a une place que tu ferais un vol direct que tu ferais ta vie là. Écoute, vol direct, puis vivre là, je pense que j'irais pour Londres. J'étais allé avec les enfants après Düsseldorf quand ma carrière était terminée. On est passé peut-être 3 jours là, c'était pas assez. Fait que Londres, ça avait l'air vraiment d'une ville écœurante à vivre. Pour ce qui est d'escale, j'ai pas fait la France assez, je te dirais. C'est une des places, tu sais, mettons Paris, je suis pas allé parce que je me suis dit je vais y aller tout seul avec ma femme, je vais pas y aller avec les enfants. Ce genre de place-là. Puis sinon, écoute, je suis allé à Champagne aussi, tout seul avec ma femme. On a réussi à trouver des amis canadiens quand on était à Düsseldorf, justement, qui travaillaient dans l'armée, qui ont gardé nos enfants pendant une fin de semaine, puis on est allé faire une petite escale à Champagne, ma femme puis moi, puis c'était assez cool. C'était cool. Ouais. Bon, ouais, parfait. Sérieux, merci beaucoup, Alex, de ton temps. C'est vraiment cool. Puis j'aime ça, avoir des gars qui sont habitués dans les médias un peu. La connexion est plus facile. Ça me prend moins de temps au début de patenter les affaires. Mais pour vrai, une carrière incroyable. Ceux qui te connaissaient pas personnellement puis qui te voient à la TV, là, ils ont appris à découvrir un peu plus sur toi. Puis j'espère que tu as eu bien du fun. Ouais, merci Frank, merci de l'invitation, puis surtout merci de pas m'avoir mis dans la face l'année que les Saguenay-Chicoutimi ont battu les Screaming Eagles du Cap-Breton en 5. Tu faisais partie de cette édition-là. C'était bien gentil. Ouais, j'en parle pas parce que sur un podcast sur 2, j'en parle. Fait que j'en ai pas parlé, mais ouais, c'est vrai qu'on a oublié de dire ça, mais oui. On n'était pas obligé, tu peux l'enlever. Hey, puis en plus, c'est Jeff Deslauriers, ton ancien goalie, là, je sais. Ouais, fait que puis vous autres, Xavier Fleury puis Hull. Ouais. Mes 2 goalers que j'aurais eu déjà 3. Fait que non, malheureusement. Mais quand tu regardes ta carrière, tu sais, t'as une belle carrière, puis à toutes les fois, il manquait un petit quelque chose. Tu sais, comme en finale, t'as perdu souvent en finale. Tu sais, t'as été dans des équipes qui ont été jusqu'au bout, mais il y a un petit quelque chose, tu sais, la puck le puck lock, tu l'avais pas ou de quoi de même, mais tu sais, ça l'enlève rien à ta carrière, puis t'as eu une carrière incroyable quand même. C'est sûr. Merci, mon ami. On finit sur ce point-là. Fait que merci aux auditeurs. À la prochaine. Salut. Ciao.